Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, les titres les voici. Sujet politique dans cette édition, les opérations d'enrôlement ayant pris fin depuis le 14 juin dernier. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé le début de celle de l'apurement des listes électorales. Des précisions sur certaines instructions dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, nous ferons un focus sur le projet d'assistance initié par les autorités togolaises depuis le 20 juin 2022. Un an après sa mise en œuvre, les détails sur son bilan, c'est tout à l'heure. Au-delà de nos frontières, une plainte ainsi qu'une demande d'ouverture d'enquête ont été déposées contre le président sénégalais Macky Sall en France. Il est accusé de crimes contre l'humanité par l'opposant Ousmane Sonko. Dans le reste de l'actualité, le sommet de Paris sur la refonte de l'architecture économique mondiale avec pour but le renforcement de la lutte contre le changement climatique et la pauvreté a pris fin ce vendredi. Le compte rendu dans cette édition. C'est tout pour les titres de ce soir. Restez avec nous, les précisions, c'est dans un instant. Après les opérations de recensement pour les prochaines élections, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé le démarrage de l'apurement du fichier électoral. Ceci concerne la vérification des données recueillies préalablement auprès des électeurs. La CENI, à cet effet, passe par un communiqué qu'il a rendu public ce jeudi pour inviter la population à observer un certain nombre d'instructions. Les précisions de Nadège Arlidja avec la voix de Kofi Kligé. Depuis le 14 juin dernier a pris fin le recensement électoral sur toute l'étendue du territoire national en vue des préparatifs des élections législatives et régionales. Quelques jours après la fin de l'opération, la Commission électorale nationale indépendante CENI, dans un communiqué, annonce le début des opérations d'appurement du fichier électoral. Ceci inclut l'analyse documentaire, l'inspection des systèmes, des tests impliquant les informations contenues dans le fichier électoral et la carte nationale d'identité et les cartes d'électeurs. La CENI, au travers de sa note, demande aux électeurs d'aller vérifier leurs noms qui seront affichés dans les centres de recensement et de vote. Pour le moment, l'on ignore les dates de ces deux élections, mais selon nos confrères du journal Flambeau des démocrates, le pays s'achemine vers le couplage des deux scrutins. Quant à la date, et selon toujours le journal, tout concourt vers janvier 2024 pour la tenue des législatives couplées au régional. L'assistance aux personnes vulnérables continue bien au-delà des temps forts de la crise sanitaire du coronavirus. Une nouvelle assistance avait démarré le 20 juin 2022 grâce à un financement conjoint de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement et de l'État togolais. Un an après, un audit s'impose pour mesurer la réussite de l'opération. Les explications dans le reportage qui suit. Au-delà de la crise sanitaire du coronavirus, le programme d'assistance aux personnes vulnérables dénommé Novici continue son chemin. Le 20 juin 2022, une autre série de paiements monétaires a commencé. Ce transfert monétaire est conjointement financé par la Banque mondiale, l'Agence française de développement AFD et l'État togolais. 125 000 ménages avaient été ciblés et répartis comme suit selon le financement. 60 000 ménages pour le financement de la Banque mondiale, 45 000 ménages pour le financement de l'Agence française de développement, puis 20 000 ménages sur le financement de l'État togolais, le tout issu de 1090 villages choisis dans les 5 régions du pays, y compris le Grand Lomé. 75% des bénéficiaires viennent du monde rural, 25% viennent du monde urbain. Parmi ces bénéficiaires, il y a d'autres qui ont bénéficié des mesures d'inclusion financière. Le 20 juin dernier, le programme a bouclé les 12 mois de mise en œuvre. Selon Mme Mazalo Achidalo Katanga, c'est le moment de retrouver la traçabilité des fonds transférés afin de s'assurer que les destinataires du programme ont été les vrais bénéficiaires. C'est aussi le moment de mesurer la satisfaction des bénéficiaires du programme. Cette enquête post-paiement permettra d'améliorer le service de transfert monétaire. Cette enquête fera aussi la lumière sur la totalité du financement, les dépenses effectuées pour dégager ce qui reste du financement après les opérations. Les efforts actuels ne sauront être suffisants pour atteindre l'objectif de développement numéro 7. C'est ce que stipule le rapport des Energy Progress Report 2023. Il faudra faire un peu plus si l'on veut éventuellement ou réellement plutôt d'ici 2023 garantir l'accès à l'électricité pour tous. Le point avec Promise Pomegbe et les commentaires de Félicité Chapla.
Selon le rapport des Energy Progress Report publié récemment et dont les données datent de 2021, les efforts actuels sont insuffisants pour atteindre le 7e objectif de développement durable, celui visant l'accès à tous à des services énergétiques durables et modernes à coût abordable. Le Togo, avec une couverture de 56% selon le rapport, occupe la 25e position. Une couverture qui est passée à 59% aujourd'hui, résultat des multiples projets initiés dans la perspective d'atteindre une couverture universelle en électricité à l'horizon 2030. Mettons l'accent sur le développement des énergies renouvelables dont la part devrait atteindre 50% sur la période. Le pays s'est lancé dans la construction d'infrastructures énergétiques en vue de réduire les coupures et ensuite consolider les acquis afin d'offrir un terreau propice à l'industrialisation. Avec d'énormes disparités entre les régions, le continent africain reste celui le moins électrifié. L'Afrique du Nord se révèle la région de l'Afrique la plus électrifiée. Le Maroc, les Seychelles et l'île Maurice s'avèrent les seuls pays africains avec un taux d'électrification de 100%. Plusieurs efforts restent encore à faire pour l'atteinte de l'ODD 7, surtout en Afrique subsaharienne où les chiffres n'ont pas vraiment évolué depuis 2010. Morceau de l'histoire du Togo, le site de Kamina, à 20 km d'Atakpamé, est un lieu où l'importance historique et touristique est non négligeable. Dans l'optique de dynamiser, de renforcer le tourisme dans le pays, le ministre de la Culture a annoncé des travaux de réhabilitation du dit site. Les détails avec ce reportage de Harold Messan-Atto. Le site de Kamina, situé à 20 km de la ville d'Atakpamé, va abriter un musée d'histoire. C'est ce qu'a récemment annoncé le ministre de la Culture Kosila Madoko dans le cadre du processus de restauration des sites historiques et touristiques du pays. Financé entièrement par le Togo, selon les prévisions budgétaires exercice 2023, le projet de construction va s'inscrire dans la droite ligne des objectifs de développement de l'offre touristique nationale. Kamina va donc rejoindre des lieux comme le Château Vial ou encore le site du patrimoine culturel de Koutamakou, dont la réhabilitation doit permettre de redynamiser le tourisme au Togo. Rappelons que Kamina est le site d'une ancienne base militaire allemande. De 1911 à 1914, le gouvernement colonial allemand a fait construire dans la zone un émetteur télégraphique afin de faire la liaison entre la métropole allemande et ses colonies. Toujours en construction à l'aube de la Première Guerre mondiale, les Allemands qui étaient attaqués par les Français et les Anglais détruiront l'émetteur dans la nuit du 24 au 25 août 1914, avant de capituler le 27 août de la même année. Aujourd'hui, les murailles du quartier général en ruine, ainsi que les pylônes de béton qui soutenaient l'émetteur, constituent une attraction touristique de premier ordre dans la zone. Vous le savez certainement, l'Internet facilite la vie et les échanges, mais cette facilité a en son sein une menace pour la vie des personnes, surtout de celles plus jeunes. Selon la Commission nationale des droits de l'homme, les menaces à la vie des enfants se sont intensifiées avec l'Internet et les réseaux sociaux. Le sujet nous intéresse dans le reportage qui suit, il est signé Koufi Klégué. S'il est vrai que le numérique facilite la vie, il reste autant vrai qu'il constitue une menace pour la vie des hommes, surtout celle des enfants. Aujourd'hui, l'Internet a donné des opportunités inestimables pour la réalisation des droits et libertés fondamentales des enfants, tels que le droit à l'éducation, la liberté d'expression et la liberté d'association, entre autres. Cependant, en l'absence de mécanismes de protection adéquats, les enfants sont exposés à de grands risques en ligne. L'utilisation déviante des nouvelles technologies et des réseaux sociaux peut entraîner de graves violations des droits de l'enfant. Les technologies de l'information et de la communication intensifient les risques d'arnaque, de harcèlement sexuel, d'initiation à des pratiques spirituelles pernicieuses et favorisent de nouvelles formes de maltraitance et d'exploitation comme les contenus pédopornographiques et leur diffusion en direct. Les forums de jeux et les profils anonymes non protégés sur les réseaux sociaux permettent aux prédateurs, surtout sexuels, d'entrer aisément en contact avec les enfants. Les mauvaises rencontres et cyberharcèlement, comme les insultes et les diffamations, menaces, chantage, pression psychologique et l'incitation à jouer à des jeux dangereux ou à réaliser des défis périlleux sont des dangers auxquels sont exposés les enfants en ligne. Selon Maître Sronvi,
président intérimaire de la CNDH, la Charte africaine et la Convention relative aux droits de l'enfant s'étendent aussi à la sphère numérique. Il faut seulement que les principes soient appliqués dans toutes les mesures prises pour garantir la réalisation des droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Axé sur le thème « Contribution des cinéastes au processus des réformes du cinéma et de l'audiovisuel togolais », le 7e art sera à l'honneur du 22 au 29 juillet prochain à Lomé. Cet événement vise donc à impulser une nouvelle dynamique au secteur de la cinématographie et de l'audiovisuel au Togo. Le point avec Elodie Yinchabré. En dépit de nombreux efforts du gouvernement, la promotion des industries culturelles en général et du cinéma en particulier peine à être concrétisée faute d'un cadre juridique approprié. En effet, une semaine nationale du cinéma togolais a été lancée ce jeudi. L'événement qui se tiendra dans la capitale togolaise du 22 au 29 juillet prochain est organisé par le ministère de la Culture et du Tourisme en collaboration avec le Centre national du cinéma et de l'image animée. Plusieurs activités meubleront la semaine qui valorisera les métiers de la cinématographie au Togo. L'initiative va contribuer au développement de la coopération cinématographique et audiovisuelle au plan régional. En outre, l'ambition est de faire aimer le cinéma togolais aux Togolais, à vendre nos matières sur le plan international et à rendre plus concurrentiels les contenus cinématographiques. Au rang des activités programmées, une projection de films en compétition et hors compétition, des présentations de films, des ateliers de formation. L'édition de cette année ouvre ses portes au Niger comme un invité d'honneur avec la présence de son ambassadeur Sidi Zakaria. Par ailleurs, un marché de films et de l'audiovisuel sera installé, donnant ainsi l'opportunité aux visiteurs d'encourager les cinéastes togolais. Actualité au-delà de nos frontières, une procédure judiciaire a été ouverte contre le président sénégalais Macky Sall. Son opposant Ousmane Sonko a déposé une plainte contre lui en France et également une demande d'enquête soumise à la Cour internationale pénale. Et tout ceci pour crime contre l'humanité. Ceci après les manifestations meurtrières qu'a connues le Sénégal suite à la condamnation de Ousmane Sonko. Les précisions. L'avocat de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a présenté lors d'une conférence de presse le contenu des 170 pages de la plainte déposée mercredi soir en France devant le pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris contre le président Macky Sall. Nous avons mené ce dernier mois une longue enquête avec la participation de centaines de Sénégalais que je tiens ici à remercier, des citoyens, des fonctionnaires, des gens travaillant dans l'ensemble des administrations du pays, qui nous ont apporté des éléments de preuve, des documents, des contrats, des vidéos, des témoignages, qui nous ont permis d'établir l'existence de 60 crimes de meurtre considérés comme crimes contre l'humanité. Une demande d'enquête a également été adressée à la CPI. Les faits concernent la période allant de mars 2021 à juin 2023. Selon le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, depuis les troubles de 2021 qui avaient officiellement fait 12 morts, aucune poursuite pénale n'a été diligentée au Sénégal. Interrogé, le président sénégalais a qualifié de ridicule ces procédures. En plus du chef de l'État, son ministre de l'Intérieur Antoine Diome et le commandant de la gendarmerie ainsi qu'une centaine d'autres individus sont visés par ces plaintes. Actualité politique au Zimbabwe, les noms des candidats qui seront en lice pour les prochaines élections présidentielles au Zimbabwe ont été rendus officiels par la commission électorale du pays hier. Ainsi, ils seront en tout 10 candidats à affronter Emmerson Mnangagwa, candidat également et président sortant. 11 candidats se présenteront à l'élection présidentielle en Zambie au mois d'août. La commission électorale a annoncé la liste officielle finale jeudi après avoir déclaré que 11 autres prétendants au scrutin avaient été écartés de la course n'ayant pas réuni les $20 000 nécessaires pour figurer sur le bulletin de vote. Parmi eux, la seule femme, Linda Massarira, n'a pas rempli les conditions d'inscription avant mercredi. L'élection devrait opposer le président sortant Emmerson Mnangagwa du parti ZANU-PF au pasteur et avocat Nelson Chamisa de la coalition des citoyens pour le changement CCC, qui est considéré comme le challenger le plus solide.
Alors que M. Mnangagwa et M. Chamisa restent les principaux candidats pour relancer l'économie du pays, un candidat indépendant à la présidence a émergé ces dernières semaines. Il s'agit de Saviour Kasukuwere, ancien ministre du cabinet de Robert Mugabe, en exil. Selon les analystes politiques, il devra attirer des voix dans les bastions de la ZANU-PF. Le Zimbabwe votera pour un nouveau président et un nouveau parlement le 23 août. Du Zimbabwe, venons-en à la Zambie. Le pays vient de trouver un accord avec ses principaux créanciers. Un accord signé avec ces derniers permet au pays de pouvoir restructurer 6,3 milliards de dollars des dettes envers d'autres gouvernements dont la Chine, son principal bailleur officiel. Et ceci avec une période de grâce de 3 ans au cours de laquelle seront uniquement dus les intérêts. Les précisions. Après de longues années de négociations avec ses créanciers, la Zambie vient de signer un accord pour restructurer 6,3 milliards de dollars de dettes envers d'autres gouvernements, dont la Chine, son principal bailleur officiel. Le président zambien Hakainde Hichilema a déclaré que cela marquait une étape importante pour le pays sur la voie du redressement. L'accord prévoit le rééchelonnement de la dette zambienne sur plus de 20 ans, avec une période de grâce de 3 ans pendant laquelle seuls les paiements d'intérêts seront dus. L'accord de restructuration conclu avec les créanciers officiels ouvre la voie à la réception par la Zambie d'une nouvelle tranche de 188 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international dans le cadre d'une enveloppe de 1,3 milliard de dollars approuvée en août 2022. Il se tient à Paris un sommet sur la refonte de l'architecture financière internationale avec pour objectif principal le renforcement de la lutte contre le réchauffement climatique et contre la pauvreté également. Le sommet a pris fin ce vendredi avec comme bilan quelques engagements sans aucune déclaration majeure escomptée. Le point. Le sommet de Paris s'achève sur un consensus complet des dirigeants pour réformer les organismes financiers mondiaux, a déclaré le président français Emmanuel Macron. D'autres dirigeants ont également apporté leur soutien à l'idée de réformer la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, les institutions dites de Bretton Woods, créées après la Seconde Guerre mondiale et dominées par l'Occident. Le financement est un défi majeur pour les nations d'Afrique qui doivent mettre en place les mesures d'adaptation et d'atténuation nécessaires pour faire face à la crise climatique. Nous disposons d'importantes sommes d'argent qui sont relativement disponibles sur le continent et qui peuvent être mises à contribution, et je fais référence aux énormes sommes d'argent qui sortent de pays de manière illicite. La France avait présenté le sommet de 2 jours pour un nouveau pacte mondial de financement comme une occasion de discuter des idées avant un ensemble de réunions économiques et climatiques majeures cette année. Plus de 350 militants pour le climat avaient saisi l'occasion pour manifester au pied de la statue de la République à Paris et demander notamment la taxation des pollueurs. Il n'y aura pas de justice climatique sans faire payer les pollueurs. C'est maintenant, lors du sommet, que les dirigeants proposent de taxer les bénéfices exceptionnels des compagnies pétrolières et gazières pour construire des énergies renouvelables. Les habitants de pays comme le mien ne peuvent pas se permettre de perdre plus de vies, plus de biens. Nous ne sommes pas encore prêts à faire face à l'impact dévastateur du changement climatique. Si consensus il y a pour avancer en direction d'une réforme du système financier mondial, aucune déclaration majeure et seules quelques avancées vers les pays pauvres ont marqué la clôture de ce sommet de Paris. C'est notamment le cas de la nouvelle clause de suspension du paiement de la dette intégrée aux accords de la Banque mondiale. Et parlons toujours de ce sommet. La Banque ouest-africaine de développement, en ce qui la concerne, a émis son vœu le plus cher face à ces quelques engagements pris à l'issue du sommet. Akinwumi Ayodiji, le président de la dite banque, a exigé leur mise en œuvre concrète. Le président de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina a appelé les pays en développement à tenir leurs engagements pour permettre au continent de financer son adaptation au changement climatique, causé en majeure partie par les fortes émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique elle seule perd 7 à 15 milliards de dollars par an à cause du changement climatique. Et ce chiffre va grimper à près de 50 milliards de dollars par an d'ici 2040. Le monde doit donc respecter l'engagement qu'il a pris à l'égard des pays en développement de verser 100 milliards de dollars. En fait, il s'agit d'une somme minime par rapport à l'ampleur du problème. Mais en ne la respectant pas, on provoque une crise de confiance.
Seules les promesses qui comptent sont les promesses tenues, a rappelé l'ancien ministre nigérian de l'Agriculture. Akinwumi Adesina a également appelé à rendre le processus de restructuration de la dette des pays africains beaucoup plus transparent et plus rapide. Pour ce qui concerne les résolutions du sommet de Paris, il est plutôt sceptique. Comme le président Macron et d'autres l'ont dit, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de nouvelles annonces. Je pense que les annonces qui devaient être faites l'ont été. Il s'agit aujourd'hui de s'engager et de chercher des moyens, en particulier d'impliquer le secteur privé, parce que c'est la clé. Et si l'on regarde le monde d'aujourd'hui, on constate que les investisseurs institutionnels gèrent 145 000 milliards de dollars d'actifs. Ce chiffre augmentera d'ici à 2026, c'est-à-dire dans 3 ans seulement. Ce sommet de Paris sur le nouveau pacte financier est censé jeter les bases d'une refonte de l'architecture financière internationale dans le but d'enrayer à la fois la pauvreté et le réchauffement de la planète. Voilà ce qui met un point final à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous pour votre fidélité constante. Bonne suite de soirée chez vous et surtout, prenez soin de vous.